Bonjour, je suis heureux de vous... Oui, c'est on est à l'antenne, oui. Le petit bouton rouge n'était pas encore allumé. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur LCI pour une heure de dialogue et de débat autour de l'actualité. Au sommaire, ce matin, nous sommes dans la dernière ligne droite des européennes. Et vous verrez, ça tape sec. Écoutez Marine Le Pen hier soir. Quant à la France insoumise, qui devrait s'appeler la France islamiste. Ah, c'est du stand-up. Génial, on adore. C'est comme ça que ça finit les campagnes électorales. Autre sujet plus étonnant tout de même et qui va nous occuper un moment ce matin. Un CRS, c'était pour l'encadrement des manifestations sur la loi travail en septembre 2016. Un CRS va être traduit, en tout cas c'est la volonté des juges d'instruction, devant une cour d'assises pour avoir mal utilisé le matériel qui était à sa disposition. Il est très rare, bien sûr, que des CRS soient traduits devant des cours d'assises. Écoutez son avocat. C'est clairement un exemple que l'on veut faire. C'est une réponse judiciaire à tous les reproches que l'on fait à l'IGPN de ne pas travailler assez vite sur les affaires de gilets jaunes. Convenez-en, il y a matière à débat. Et puis, nous aborderons un troisième sujet qui, lui aussi, préoccupe beaucoup deux salariés. C'est un supermarché de Saint-Malo. 2 salariés ont été licenciés parce qu'ils avaient refusé de travailler le dimanche. Ça, c'est une première. Écoutez, là aussi, l'avocat de l'un des salariés. Il se réfugie derrière la loi Macron de 2015 pour dire voilà c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous déférez à notre diktat et sinon c'est la porte. Et donc ça a été la porte. C'est totalement scandaleux. Voilà, donc c'est Thierry Vallat, spécialiste en droit du travail, il n'est pas avocat des salariés, mais il expliquait un peu ce matin dans la matinale d'LCI quel est le cadre légal concernant le travail du dimanche. Donc 3 thèmes qui susciteront, j'en suis sûr, beaucoup d'intérêt auprès de nos invités. Bonjour Françoise Degois, vous êtes éditorialiste, merci d'être avec nous. François Calfon, vous êtes membre du bureau national du Parti Socialiste. Bernard Perrier, avocat, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, mon prénom c'est Bertrand, mais tout va bien. Et qu'est-ce que j'ai dit? Bernard, mais Bernard, alors c'est Bertrand. C'est très joli, ça aurait pu. Mais on peut. Sur ma fiche, il était écrit Bertrand. Oui, voilà. c'est des problèmes de lecture. Alors voilà. Donc Bertrand Perrier, avocat, François Asselineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes, tête de liste pour ces élections européennes du 26 mai, il faut le rappeler, un dimanche, il faut aller voter. Oui. Et vous êtes tête de liste pour l'Union populaire républicaine. Les élections européennes, nous allons précisément en parler. Ce sont les derniers meetings. Dernier meeting de campagne. Alors évidemment, dans la dernière ligne droite, on ne fait pas dans la dentelle. Je vous propose d'écouter Marine Le Pen. Quant à la France insoumise, qui devrait s'appeler la France islamiste, alors, que prévoit cet opuscule ? Le refus de tout contrôle aux frontières, le soutien aux individus qui aident les illégaux, les régularisations systématiques des clandestins, la distribution de la nationalité française au premier qui passe, le vote des immigrés et, tenez-vous bien, la reconnaissance d'un statut de réfugié climatique. Bon, je vais vous dire, pas un Français sensé ne peut accepter de suivre ce délire immigrationniste. Voilà, c'était Marine Le Pen dans Lyon. J'adore personnellement... On va donner la nationalité au premier qui passe, ça au moins c'est précis. Réponse de Manon Aubry hier soir après cette attaque ou ce pilonnage en règle de la présidente du Rassemblement national. Manon Aubry dirige la liste de la France insoumise. Ça en dit long sur aujourd'hui la manière dont considère Marine Le Pen une religion qui est représentée et qui est suivie par des millions de Français en France. C'est odieux, c'est irrespectueux, c'est injurieux et je ne m'abaisserai pas à ce niveau-là parce que moi je veux contester Marine Le Pen sur le terrain des idées, sur cette société du rejet qu'elle nous propose, sur une société du tous contre tous et sur des mesures antisociales. C'est sur ce terrain-là que je vais la combattre. François Asselineau, vous dirigez donc une liste pour ces élections européennes du 26 mai, la liste de l'Union populaire républicaine. On vous entend beaucoup parler, puisque c'est l'une de vos singularités dans le débat public du Frexit. Vous souhaitez que la France sorte de l'Union européenne. Mais sur l'immigration, est-ce que vous partagez le sentiment de Marine Le Pen, trop de laxisme, des frontières mal surveillées et des partis qui devraient se rebaptiser France islamiste plutôt que France insoumise? Est-ce que vous partagez le point de vue de Marine Le Pen? Non, je pense que Madame Le Pen... Excusez-moi, j'ai un peu des problèmes de voix. Une fin de campagne électorale, c'est normal. Je pense que Madame Le Pen, comme d'ailleurs M. Mélenchon, devrait rebaptiser l'un et l'autre leur parti politique la France soumise à l'Union européenne. Parce que derrière les rodomontades de Madame Le Pen, il y a quand même le fait que le Front National, rebaptisé Rassemblement National,
désormais clairement a dit qu'il ne voudrait pas, il ne propose plus de sortir de l'Union européenne. Ça veut donc dire qu'il s'assujettit, comme d'ailleurs la France prétendument insoumise, il s'assujettit en fait aux articles des traités, notamment, excusez-moi, les articles 67, 77 et 78. Il n'y a que vous qui les félicitez. Mais écoutez, d'une certaine façon, on l'attendait. Un jour, je vais jouer au loto après vous avoir écouté. Je vais prendre les chiffres. Qui va me Non, mais bien sûr, contredire mais tout à fait. de connaître les textes juridiques. C'est-à-dire que les grands choix en matière, en matière de politique migratoire ont été transférés depuis le traité d'Amsterdam. Puis-je formuler à une l'Union objection? européenne. Comment? Puis-je formuler une objection? Je vous en prie, monsieur. Vous ne répondez pas à ma question. Non, mais alors j'y viens. Vous y veniez. Je vais y venir. C'est le temps nous est un peu compté. Non, je crois que c'est quand même important. Non, mais sur l'immigration. De rappeler qu'il y a beaucoup de. Est-ce que Marine Le Pen a raison de dire dans cette affaire? Est-ce que Marine Le Pen a raison de dire ce qu'elle dit sur l'immigration? Voilà. Non, nous, ce que nous disons, c'est que la première chose à faire, c'est que les Français se rassemblent en mettant provisoirement à l'écart cette question qui se rassemble au-dessus du clivage droite-gauche pour reprendre notre souveraineté. Et ensuite, nous, on propose que vous répondiez encore à ma question. Et ensuite, on proposera aux Français un grand débat national qui ne leur a jamais été proposé sur les questions migratoires. Les questions migratoires, c'est un sujet qui est difficile. Ah oui, ça nous échappe pas. Attendez, personne ne quitte son pays par plaisir. Si les gens quittent leur pays, c'est pour des motifs économiques, c'est pour des motifs de guerre. Je rappelle que si la France, par exemple, et les pays de l'OTAN n'avaient pas détruit le régime de Kadhafi, détruit le régime de Saddam Hussein, tenté de détruire le régime de Bachar el-Assad, on n'aurait pas tous ces migrants. Vous parlez de dictateurs aussi, je ne sais pas si on les a détruits. Mais attendez, vous croyez c'est les gens qui se sont révoltés contre ces dictateurs. Vous croyez qu'en Arabie Saoudite, c'est une grande démocratie? Non, l'Arabie Saoudite est une dictature. Mais nous convenons que Bachar el-Assad était un dictateur aussi. Mais il y a 50 000 soldats américains en Arabie Saoudite. Non, d'accord. Alors, François Calfon. Cette fin de campagne, comme toutes les fins de campagne, notamment européennes, qui est une sorte de super sondage, fait que chacun essaie de maximiser son couloir, d'où des positions outrancières dans chaque camp. Bon, ça, c'est tout à fait clair. Par contre, le débat qui est à la fois évité et intéressant à l'échelle transnationale, parce qu'il faut regarder ce qui se passe dans les autres pays de l'Union européenne, c'est quand même centralement la question de la souveraineté versus finalement un dépassement du fédéralisme, mais sur lit de problèmes qui sont des problèmes nouveaux. C'est-à-dire, d'un côté, une Russie empire, une Chine-Amérique qui a explosé en folle, je renvoie à l'affaire Huawei. Et donc, c'est les débats qui devraient encoder... Mais l'immigration est aussi un souci en Europe. Bien sûr. Enfin, c'est un souci, je ne sais pas si c'est un souci, mais c'est un enjeu. Mais souci, c'est normatif. Souci, les gens se posent des questions à propos de l'immigration. Voilà. C'est un enjeu. Simplement, je crois que c'est un enjeu. Si vous voulez. Je crois qu'il y a un certain nombre de questions, et c'est ça les questions qui devraient nous animer. C'est est-ce que finalement l'Union européenne continue d'être ceux qui prônent à l'infini une forme de libre-échangisme généralisé à l'époque où tout le monde se protège. Si je vous parle de Schengen, vous en dites quoi, vous? Pardon? Si je vous parle de Schengen, puisque vous soutenez la liste de Raphaël Glucksmann, beaucoup de gens critiquent Schengen en disant au fond, l'Europe se protège mal de ces migrants qui veulent venir en Europe. Vous partagez ce point de vue ou pas? Moi, je pense qu'il faut... Vous êtes mal à l'aise sur la question? Moi, je ne suis pas mal à l'aise. Je peux avoir des nuances, et c'est bien connu, avec finalement une certaine tonalité de la campagne de Raphaël Glucksmann sur ces sujets-là. La gauche est bien de retour. Non, mais je pense que... La liste n'est même pas à 5%, et déjà, vous en... Non, mais moi, c'est connu, j'étais sur cette liste. J'ai démissionné de cette liste, donc... Je vous taquine, voilà. François, mais là, pour autant, vous le taquinez bien. On est dans notre culture de la gauche. Comme j'aimerais bien éviter les petites phrases et répondre sur le fond à la question de Jean-Michel Apathy, il est évident que le côté fermons les frontières n'a pas de sens. Il est tout aussi évident ce que vous avez mentionné, de manière impliquée, comme un journaliste actif et citoyen que vous êtes, que ce sujet-là est posé. Pour autant, la façon dont le règle Madame Le Pen en faisant au cœur la question de l'islam, c'est pas la question de l'islam, mais autant, j'en termine d'un mot, autant sur le plan commercial, où il y a maintenant une grande revendication de mettre des barrières écologiques et sociales à l'importation. Au hasard, la Chine, avec les super-tankers qui polluent. Autant sur la question des migrations, il y a clairement un sujet. Et moi, je suis d'une formation politique qui, historiquement,
c'est tenir les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire l'humanisme et une certaine forme de réalisme également. Si les uns et les autres devaient interpréter autrement notre identité politique, alors ça voudrait dire que nous avons mal fait passer le message. Je ne vais pas partir sur les grands sujets d'immigration. On a débattu non-stop. C'est pas nous qui allons trancher ça, en tout cas pas moi. Je voulais juste dire que Marine Le Pen, elle fait de la politique comme elle sait très bien en faire. Elle a un objectif. Il faut continuer de siphonner les électeurs de François-Xavier Bellamy. Vous avez vu que François-Xavier Bellamy stagne complètement parce que... Et peut-être certaines de la France insoumise. Et j'allais vous le dire. Parce que nous avons un transfuge de la France insoumise la semaine dernière qui est passé donc chez Marine Le Pen. Et elle se dit, Marine Le Pen, j'ai envie de faire un tangentiel, j'ai envie de faire un écart énorme avec Emmanuel Macron. Plus l'écart sera important, plus je pourrai revendiquer une victoire et finalement affaiblir Emmanuel Macron. Donc c'est très politique ce qu'elle fait. C'est pas du tout, et vous l'avez bien compris, c'est absolument pas. C'est très pensé. Elle envoie des messages à l'électorat de droite et elle envoie des messages à la France insoumise. Voilà. Et j'ai préféré la réponse de Mélenchon que je trouve, comme toujours, bien plus brillant. Il a salué hier en meeting les fâchés, pas fachos. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est pas nouveau, mais c'est bien. Ça me plaît toujours. Mais ça me plaît toujours parce que je trouve que Manon Aubry, voilà, on part dans. Il faut pas rentrer là-dedans. Il faut pas rentrer dans les provoques. Perrier, je vous donne la parole. Et d'un mot, on a un peu l'impression qu'une fin de campagne, c'est un peu comme une fin de manif. C'est-à-dire que c'est le moment de tous les dangers où il va se passer des mauvais coups parce que on n'est plus trop en situation de répondre. Donc ça hystérise un peu le débat. Alors effectivement, on donne des avis très à l'emporte-pièce, tout ça. Il y a le règne des fake news. Hein. Alors voilà, Emmanuel Macron est pour les élargissements de l'Union européenne sans limite. Donc, voilà, c'est un peu le règne du n'importe quoi. Mais là, c'est pas n'importe quoi, c'est assez stratégique. Non, mais en réalité, c'est stratégique, mais ça peut être n'importe quoi. C'est pas du tout du n'importe quoi. En réalité, vous avez montré cette petite phrase, mais dans ce meeting, je me fais commentateur, ce que je n'aime pas faire parce que je suis un homme politique. Dans ce meeting, elle en appelle clairement à l'électorat des Gilets jaunes. Bon, on sait très bien quelles sont les deux forces politiques qui étaient présentes, soit de manière subtile, soit de manière moins subtile, dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est à la fois le Rassemblement national d'un côté et la France insoumise de l'autre. Que dit-elle et vous-même, n'oubliez pas que dit-elle aux Gilets jaunes? Elle dit, vous êtes fâchés, mais sur un certain nombre de sujets, vous n'êtes pas des mondialistes. Sur les sujets migratoires, vous, de la France périphérique, vous n'êtes pas en phase avec cette liste. Donc je viens avec mon stabiloteur prendre le programme de la France insoumise et préciser que ce programme est aux antipodes de votre pente naturelle. Voilà ce qu'elle fait, bien sûr. Enfin, jaune. Oui, François, je voudrais quand même préciser, comme ce vient d'être dit, il s'agit en fait de théâtre. Je rappelle qu'il y a des députés Front National depuis 35 ans au Parlement européen, qu'en 2014, il y a eu 24 députés du Front National. Ils ont fait quoi? Rien. Ils se sont d'ailleurs... C'est ce que dit Nathalie Loiseau. Ils se sont d'ailleurs illustrés par leur absence souvent au Parlement européen. M. Philippot ayant été d'ailleurs dans 0 commission pendant les 5 ans, 0 commission de travail. C'est difficile. Donc ce que nous disons à l'UPR... Ils se sont illustrés aussi par l'affaire de leurs assistants parlementaires. Accessoirement. Ce que nous disons, c'est qu'il faut arrêter de mentir aux Français. Madame Le Pen, elle dit ça, mais si les Français votent pour le Rassemblement national, dans une semaine, on n'en parlera plus et on est reparti pour 5 ans. Mais quand même, donc nous avons, contrairement à ce qu'a dit M. Calfon, l'UPR a beaucoup progressé, notamment parmi les Gilets jaunes. Justement, nous avons beaucoup progressé parmi les Gilets jaunes. Si on est réaliste, parce que, attendez, laissez-moi terminer, a beaucoup progressé parce que les Français découvrent avec notre mouvement un mouvement qui a fait le choix de dire la vérité aux Français, d'examiner les traités et de leur dire voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous pouvez pas faire. Cette élection, il s'agit d'élire 71 députés français sur 751, 79 députés sur 751. Mais la Pologne et la Roumanie, à elles deux, ont plus de députés que la France. Donc, vous avez exposé ce que vous pensez devoir exposer sur votre liste, mais là, autour de ce plateau, si on est un peu réaliste, le Front National va quand même terminer cette élection en tête. C'est une probabilité qui est forte. Avec peut-être, Jean-Michel, un score qui se rapprochera 2014, qui est un record, 24,89%. Et alors, c'était le premier parti de France à l'époque. Premier parti de France avec, à l'époque, c'était la première fois que ça se produisait. Hollande qui ne s'était pas engagé. Peut-être que Emmanuel Macron a tiré les leçons de ça, en disant finalement le seul qui peut arriver à renverser la vapeur, c'est moi, parce qu'il a besoin que son électorat... Je voudrais dire sur
sur la situation générale. Oui. Vous parlez de Marine Le Pen, mais on peut parler de Finalement, ces deux têtes de liste, parce que ça se jouera entre les deux, sont dans un splendide isolement sur le plan international. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est dans une dramaturgie qu'on peut comprendre politique pour ramener son électorat. Qui n'est pas tête de liste. Hein. Qui n'est pas tête de liste, mais c'est lui, en fait. Les gens vont voter, voilà. Eh bien, Emmanuel Macron est très isolé, évidemment, sur même Angela Merkel, qui est très politicarde. Oui, il est isolé, d'accord. Voilà, il ne pourra pas, de toute façon, faire le meeting comme l'avait fait Sarkozy en 2009, avec Angela Merkel. Mais Marine Le Pen aussi, qu'est-ce qu'elle veut nous faire croire? Qu'elle est à la tête et en compagnie d'une grande alliance. C'est pas vrai. Salvini la tolère à peine. Je rappelle que le meeting de Milan, contrairement à ce qui a été dit, n'a pas été une si grande réussite que cela. Il n'y avait pas tant de monde que ça sur la place du Duomo à Milan. Il en faut du monde pour la remplir et elle n'est pas remplie. Et Orban ne veut pas en entendre parler. Donc on a deux acteurs qui sont au centre de la scène, qui monopolisent le débat démocratique. En réalité, l'un comme l'autre sont tout à fait isolés. Oui. Ça ne changera rien qu'on envoie. Ça ne peut rien changer à l'équilibre des forces européennes qui se fait à travers les groupes. Voilà. François Asselineau applaudit. On a un jeu d'ombre. Tant que personne ne dit dans quel groupe il siégera. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça, parce que je vais Marine Le Pen. Je vais prolonger François de Gois. Au moins, vous êtes sûr, avec finalement la droite, qu'elle siégera au sein du PPE, qui est un groupe constitué, et avec ceux que soutiennent les socialistes qui seront au Parti socialiste européen, dont je rappelle qu'il a un certain poids, même s'il y a une forme d'isolement en France, du fait de la force au Portugal notamment, mais aussi en Espagne. Hein. Donc si on veut peser au Parlement européen et que le sujet, on ne fasse pas un hors-sujet, ça se pose comme ça. Je veux juste rajouter un point, j'aurais tort de ne pas le faire. Vous avez des forces politiques isolées en France. Vous avez des forces isolées en France. Ça a été dit, le Front National. Hein, oui, enfin, elles sont isolées, mais elles sont dominantes. Alors, isolées et dominantes. Jean-Michel Apathy, vous avez raison. Isolé, c'est relatif. Si vous reprenez les blocs traditionnels, de la vie politique française, vous avez une droite à 13,5, mettons, on peut rajouter. Oui, d'accord. 18. Vous avez une gauche qui est en réalité à 27, 28, mais totalement émétée. Voilà la difficulté qui est posée. Donc, enfin, une gauche, parce que vous associez la France insoumise avec laquelle aujourd'hui un gouffre vous sépare. Quand j'entends M. Quatennens sur ce plateau, je n'ai pas le sentiment d'avoir affaire à un leader d'extrême gauche. En réalité. Donc c'est très divers. Quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon, j'ai le sentiment, il y a une vingtaine d'années, vous connaissez ça, M. Apathy, en observateur avisé, quelqu'un comme ça aurait été au sein du Parti socialiste, peut-être entre le CRS et tel courant politique. Donc c'est bien cette fragmentation de la gauche, qui est peut-être le produit du quinquennat, et aussi de contradiction au sein de l'Union européenne, qui est le fait marquant de cette campagne, parce que quand vous regardez en Europe, les équilibres, ils se font encore entre la gauche et la droite. Mais c'est même pire que ça. Pour moi, effectivement, il y avait une porosité peut-être entre la France insoumise et la liste PS Place Publique. Enfin, il y en avait encore une plus grande avec Génération. Enfin, là, objectivement, on est sur des feuilles de papier à cigarette avec des questions d'égo, où on a essayé d'aller chercher Yannick Jadot, qui était dans son splendide isolement lui aussi, en disant je vais faire mieux que vous, ce qui était le cas. Et c'est vrai que la gauche a été vraiment émiettée et s'est vandalisée elle-même. Façon plus, vous pourriez dire. Pardon ? Façon plus, oui, bien sûr. Ce qui est regrettable d'ailleurs, parce que ça confisque un peu un vrai débat force à force, puisque finalement, on se demande même si les têtes de liste vont être élues, et c'est vraiment dommage pour la gauche. Le débat européen est quelquefois hermétique. François-Xavier Bellamy reproche à Nathalie Loiseau, à La République En Marche, de ne pas être très franc du collier sur la question de l'élargissement. Et Nathalie Loiseau, qui était l'invitée d'RTL ce matin, répondait à propos de l'Albanie. Alors, on intègre de nouveaux pays, notamment l'Albanie, ou pas? La réponse de Nathalie Loiseau, tête de liste de La République En Marche. C'est très bien. Ça me désole parce que François-Xavier Bellamy a une certaine éthique, qu'il entre dans les fake news comme le font d'habitude les extrêmes. Celle qui a bloqué l'élargissement à l'Albanie et à la Macédoine du Nord, c'est moi, quand j'étais ministre. Et c'était pas pour le repousser après les élections en me disant comme ça se verra pas, on élargira après. Bien sûr que non. Nous serons contre, nous continuerons à être contre. Alors, vérification avec vous, François Asselineau, elle dit vrai ou elle dit faux? Je trouve qu'une ancienne du GUD qui critique les extrêmes, ça me fait toujours rigoler. Moi, je voudrais revenir... Non. Mais alors, vous avez le droit de faire campagne. Vraiment, vous vous mettez à la hauteur de ce qu'on a dénoncé tout à l'heure. Attendez. Oh non. Est-ce que ça vous ennuierait pas de répondre à ma question? Parce que là, pour le coup, non, si ça vous ennuie pas, après je vous laisserai parler. Mais est-ce que le gouvernement français s'est engagé
vis-à-vis de l'Albanie, ou est-ce que le gouvernement français a refusé l'élargissement de l'Union européenne? Écoutez, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que l'élargissement à l'Est des 10 pays de l'Est en 2005, qui a demandé aux Français leur avis? Personne. On nous l'a imposé. Et ensuite, l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie nous a été imposée. L'entrée de l'Albanie nous sera de la même façon imposée. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très juste, si je peux me permettre, c'est M. Calfon tout à l'heure, lorsqu'il a rappelé... Vous avez applaudi Françoise de Bois. Alors, donc, ça veut dire que... Laissez-moi terminer. Faites attention. Laissez-moi terminer. Il a dit très justement qu'il va y avoir ensuite un déclassement des partis dans des groupes parlementaires européens. Monsieur Bellamy, il va être au PPE, le Parti populaire européen qui regroupe les équivalents de républicains au niveau européen. C'est un truc ultra-fédéraliste. Et ce truc ultra-fédéraliste, le slogan de campagne de M. Bellamy, refonder l'Europe, retrouver la France, ou rétablir la France, c'est du pipeau. La réalité, c'est qu'ensuite, il sera soumis à un groupe où les Français seront très minoritaires et toutes les promesses de campagne passeront à la trappe. Et c'est pareil. Il n'y a personne qui est ultra-fédéraliste aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez très bien qu'entre le PSE et le PPE, il y a une feuille de papier à cigarette en réalité. Je ne vous permettrai pas de dire une chose pareille. C'est-à-dire que... il faut bien comprendre. Il dit des choses très justes, mais il n'est pas d'accord avec vous. Non, il est en partie d'accord. Mais il va peut-être venir à l'UPR, on ne sait pas. Non, je ne viendrai pas à l'UPR. Je sais qu'une recrue est tout à fait centrale pour vous, mais je n'en sais pas. Nous avons eu des ralliements d'anciens responsables de France Insoumise comme du Rassemblement national. Non, mais par ailleurs, pour être plus intéressant que le mercato, on l'a pointé parce qu'il y a un décalage total entre le faux débat français de deux têtes de liste totalement isolées au niveau européen, et ça, on est tous d'accord. Le vrai sujet que pose M. Asselineau, et que je peux retrouver, c'est est-ce qu'on... Non, mais PPE, SPD, c'est ça le sujet. Le PPE, SPD, est-ce que, dans le cadre des traités actuels, et quand j'entends ce que dit... y compris M. Glucksmann, qui dit qu'il faut mettre en place un protectionnisme européen. Est-ce que dans le cadre de la règle de l'unanimité et des traités actuels, on va pouvoir mettre en place ces barrières écologiques et sociales? Je vais vous dire mon sentiment personnel, parce qu'il faut être honnête devant les Français. La réponse est non. Ça n'est pas la réalité. Donc, nous avons beaucoup discuté... Vous avez bien fait de venir. Non, mais nous avons beaucoup discuté au sein du Parti socialiste français. Et quand il s'agissait de retenir M. Morel, qui est parti à la France insoumise, on avait adopté un texte à l'unanimité qui disait... nous ne nous interdisons pas la modification des traités. Donc, bien évidemment que par rapport à ce sentiment que la gauche et la droite doivent... on est un tout petit peu timide là-dessus. Vous allez voter pour Glucksmann ou pas? Pardon? Vous allez voter pour Glucksmann ou pas? Évidemment. Moi, j'ai une discipline de parti. Donc, je voterai pour M. Glucksmann. Alors, est-ce que je peux... Est-ce que je peux me permettre... de vous faire écouter... sur le fond. Oui. Est-ce que je peux... Non, mais à 3 jours de la campagne, je vais quand même voter. Sinon, on n'aura pas le temps. Est-ce qu'on est capable de faire des champions européens ou non? On a vu avec l'affaire Alstom-Siemens que ça n'est pas. On connaît le débat. Excusez-moi, je voudrais vous faire écouter... C'est moi qui prends la parole. Je voudrais vous faire... Non, je voudrais vous faire écouter. Je voudrais vous faire écouter cette fin de meeting à Toulouse. La France insoumise, la salle vient de chanter la Marseillaise et Jean-Luc Mélenchon a quand même envie de montrer qu'en cette fin de campagne, il n'oublie pas de quel camp il est, c'est-à-dire la gauche, la gauche, la gauche, la gauche. Écoutez-le. Vous savez chanter quelque chose d'autre? Quoi, par exemple? Allez, qui c'est qui commence? Debout les dames de la terre, debout. Ça peut faire... Il n'y a plus rien. Voilà. Oh, écoute, c'est... Il n'y a plus rien, c'est-à-dire... Non, écoutez, moi j'ai vu Elisabeth Guigou... chanter l'Internationale. À l'époque, Elisabeth chanter Guigou l'Internationale, chanter l'Internationale en rigolant avec Maxime Grelmet sur les bords de l'Assemblée. Il est vrai qu'il était 2 heures du matin. C'était pour rire, d'accord. C'est vrai que c'était pour rire. Non, qu'est-ce que vous voulez dire, Bertrand? Allez-y. On a l'impression d'une fin de banquet. D'accord. Mais alors, mais c'est un et puis à la fin, on traite de la politique, vous savez, c'est vraiment n'importe. Et puisque vous avez des références rapide, la République des banquets. Donc, soit on préfère l'absence de convivialité et d'identité politique, et ça, c'est M. Macron. On voit où ça nous mène. Soit on préfère, bien sûr, on tue tous les intermédiaires, et il y a les gagnants de la mondialisation. Allez, la réalité, non, mais on va faire une petite pause. On va faire une petite pause. On va chanter l'Internationale pendant la pause. Chanter ce que vous voulez chez vous. Je tiens à vous le dire. Et on se retrouve dans quelques minutes. Tout de suite.
Nous sommes de retour sur le plateau d'LCI pour poursuivre notre conversation sur l'actualité avec Françoise Degois, François Calfon, Bertrand Perrier et François Asselineau. Et nous allons évoquer ce qui se passe à Saint-Malo, un supermarché Cora. 2 salariés, l'une d'ailleurs c'est une femme, elle est là depuis 18 ans et un autre depuis 8 ans. Le patron veut les faire travailler, enfin les responsables du magasin veulent les faire travailler le dimanche. Les 2 salariés refusent et au bout, c'est le licenciement, ce qui est parfaitement illégal. Écoutez écoutez Thierry Vallat, qui est avocat spécialiste du droit du travail et qui, ce matin, dans la matinale de LCI, décryptait cette histoire. Licencier quelqu'un parce qu'il ne veut pas travailler le dimanche, quand même, c'est pas la loi. Écoutez-le. Je pense que c'est une mesure du magasin pour les licencier. Enfin, l'employeur le sait dans ces cas-là qu'il outrepasse ses droits. Pourquoi il se réfugie derrière la loi Macron de 2015 pour dire voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous déférez à notre diktat et sinon c'est la porte. Et donc ça a été la porte. C'est totalement scandaleux. Il y a 2 choses. Voilà, donc d'abord il parle de la loi Macron, c'est oui, la loi El Khomri. Juste après, Françoise, allez-y. Il se réfugie derrière la loi Macron. La loi Macron ne donne pas l'obligation aux gens, si on leur impose de travailler, en aucun cas. Il faut il faut demander l'avis au salarié, et le salarié a le droit d'être d'un avis contraire. Donc, alors, là, pour être précis sur 2 points, le dirigeant du magasin Cora, lui se réfugie, il a expliqué aux salariés la loi Macron, voilà, c'est pas... J'ai bien compris, non, c'est pas Thierry Vallat, non, mais j'ai bien compris. Non, j'ai bien compris, c'est pas Thierry Vallat. Et ce que dit la loi, c'est un salarié peut travailler le dimanche s'il le dit par écrit, il faut qu'il y ait une autorisation écrite, et la loi spécifie qu'on ne peut pas être licencié si on refuse de travailler le dimanche. En fait, pour être précis, parce que le droit, il y a le contexte. Le contexte, c'est quand même que dans la grande distribution, à partir du moment où vous autorisez 6 ouvertures du dimanche, ça crée un climat favorable. Et donc, sans parler de droit, et je vais revenir en droit ensuite, vous êtes salarié... Non, mais moi, je ne suis pas favorable à l'extension des dimanches à l'infini. Ça, j'ai bien compris. C'est ton côté aubriste. Allez-y, François Calfon, allez-y. Non, allez-y. Donc, ça crée un climat. Donc, vous mettez un peu au banc quand vous refusez de travailler les dimanches. C'est quand même une réalité. C'est pas... C'est pas un champ de fleurs, une entreprise. Allez-y. La deuxième chose, c'est qu'en l'espèce, d'après ce que j'ai lu, pour venir à cette émission, il faut quand même un écrit. Soit un accord d'entreprise, il n'y a pas eu d'accord d'entreprise, soit une modification du contrat de travail. Il n'y a pas eu de modification du contrat de travail. Donc, en l'espèce, c'est l'inspecteur du travail qui a dit ça, puisqu'il a été interrogé par vos confrères. Je pense que ce licenciement n'est pas légal. Mais c'est assez significatif de considérer que ce climat, c'est pour ça, ce contexte, fait qu'il y a une pression supplémentaire. Ce que nous avions dit à l'époque, ceux qui refusaient cela, une pression supplémentaire mise sur les salariés. François Asselineau ? Dans cette question, il y a un sujet économique, un sujet social, un sujet civilisationnel. Le sujet économique, il y a des études qui ont été faites sur le travail dominical. Elles sont assez contradictoires. Il semblerait que ça peut favoriser les grandes surfaces, mais que ça au détriment des petits commerces. Et que parfois, comme les salariés sont mieux payés le dimanche, en réalité, le surcroît de chiffre d'affaires n'est pas formidable et parfois ça peut mener à une perte. Donc c'est ambigu. Il y a des études qui disent qu'à la fois c'est plus positif, d'autres qui sont négatifs. On va pas fermer les magasins le dimanche. L'aspect social maintenant, c'est que pour les salariés, il y a des salariés qui voient leur vie de famille détruite avec ce système. Mais c'est vrai que des consommateurs peuvent avoir convenance à aller faire des courses le dimanche. Et puis il y a un aspect civilisationnel. C'est que dans les pays d'Europe, traditionnellement, c'était notre origine chrétienne, et bien le dimanche était un jour férié. Et c'était comme alors ça. Vous fermeriez les magasins le dimanche? Non, moi ce que je pense, c'est que d'abord il faut dire la vérité aussi aux Français, d'où ça vient. Ça vient notamment de l'OCDE. Il y a des pressions venues de l'OCDE et des pressions venues de la Commission européenne par le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Non, mais on est quelquefois responsable des choses qu'on fait. Les méchants à l'extérieur, c'est pas en permanence, c'est surtout. C'est la vérité. La vérité, c'est que vous avez des rapports. C'est la vérité. Le rapport de l'OCDE qui font pression et les rapports des grandes orientations des politiques économiques. Les commerçants des Champs-Élysées, c'est pas l'OCDE. Ils voulaient ouvrir le dimanche. Ça, c'est les zones touristiques, là, en l'occurrence. Bah oui. Il faut aller faire évoluer la législation dans tous les pays de l'Union européenne, notamment dans ce domaine. Ce que nous pensons, c'est qu'il faudrait, à mon avis, demander par référendum aux Français ce qu'ils pensent du travail dominical. Moi, je trouve qu'actuellement, le système n'est pas si mal. Il est assez souple. Il permet quand même de réserver le dimanche aux familles.
Je ne suis pas sûr qu'il faudrait aller davantage de l'avant, mais je pense que c'est typiquement un sujet sur lequel on pourrait consulter les Français. Mais là, il ne s'agissait pas de modifier la loi, là, c'est l'application de la loi. Le débat, si vous voulez. D'un mot, on vit dans une économie ouverte, et donc, bien évidemment, le temps du travail dominical totalement interdit est révolu, et donc les gens travaillent le dimanche, parce que les gens consomment le dimanche, et c'est un peu normalisé dans la semaine. On peut le regretter au regard de la vie de famille. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous disiez sur, effectivement, l'entreprise comme n'étant pas un champ de roses et comme étant un lieu de rapport de force. Et donc, effectivement, l'entreprise est un lieu de rapport de force, ce qui justifie absolument que l'on demande l'avis du salarié. Et qu'il y ait un droit du travail. Et qu'il y ait du travail. Parce que, finalement, dans ce rapport entre l'employeur et le salarié, qu'est-ce qui met un peu d'équilibre là-dedans? C'est l'inspection du travail. Et puis en dernier ressort, c'est le juge. C'est le seul qui peut en l'occurrence, on peut parier que le juge... En tout cas, non mais là, sur cette affaire-là, probablement que ce que dit Thierry Valade va s'avérer exact. On a pris le prétexte, a priori, du travail du dimanche pour se débarrasser de ces deux salariés. Moi, je ne suis pas du tout... mais là, on ne va pas repartir sur le travail du dimanche. On va enchaîner ensuite avec les racines chrétiennes, forcément, de l'Europe. On va avoir droit à ça. Non mais, objectivement, les gens sont libres. Ils font comme ils veulent. Il y a beaucoup de gens qui aiment travailler le dimanche parce qu'ils sont payés plus. Et c'est pas ça qui détruit forcément la vie de famille. Moi, je pense quand même que le monde change. Moi, j'ai vu ce débat agiter la gauche terriblement. Être accroché comme ça. Non, mais être accroché comme ça à l'idée que d'un seul coup, on sombrerait dans une forme de libéralisme délirant. Mais c'est même pas le sujet, Françoise. Mais je sais bien que c'est pas le sujet. Mais la réalité, si tu veux, la réalité, si vous voulez, c'est que on rentre dans un moyen de liberté. Il y a beaucoup de Français, de salariés qui sont heureux de travailler le dimanche parce qu'ils gagnent aussi plus d'argent. Et c'est pas pour ça qu'ils sont dans un désastre familial. Tout ça, c'est un point de vue que je partage, mais il faut le compléter par un deuxième point de vue qui n'est pas la doctrine libérale, antilibérale. Pour moi, ça n'a plus de sens, y compris avec le commerce sur Internet qui modifie quand même la donne. C'est-à-dire que c'est à toute heure, 24 heures sur 24. Bon, il y a quand même deux points de vigilance à avoir. D'abord sur les centres urbains en province qui sont vidés par l'activité commerciale. Ça a été pointé, c'est une réalité. C'est au cœur du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que quand il n'y a plus d'identité au sein... parce que le commerce de proximité ne vit plus, c'est un sujet. Le deuxième sujet qui est majeur pour moi, c'est que oui, on travaille plus, on gagne plus, mais souvent, dans la grande distribution, ce sont des femmes qui travaillent. Souvent, malheureusement, c'est la réalité des femmes dans les familles monoparentales. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse connecter deux sujets entre eux. Les gamins qui zonent, parce que moi je suis élu de ces territoires-là, quand les mamans elles sont pas là, les gamins ils sont livrés à eux-mêmes d'un côté. Et non mais c'est pas Non, tu sais, dans ce qu'on appelle les banlieues. Le travail du dimanche va être responsable de toutes les plaies. C'est comme à l'époque. Les 35 heures de Martine Aubry, il y avait plus d'accidents à cause des 35 heures. Françoise, qu'est-ce qui permet d'être un point de référence commun dans des familles qui sont déjà déstructurées? Moi j'aimerais bien qu'on pose la question avec hauteur. Mais là c'est pas le problème de hauteur. Si tu veux imposer le repas du dimanche. Non mais arrête. Les gamins, ils vont pas à l'école le dimanche. Le dimanche, c'est un jour chômé pour eux. C'est le seul parent qui est là travaille. Vous voulez préserver. C'est une difficulté. Mais pourquoi vous voulez préserver le dimanche pour les familles? Est-ce qu'on serait quand même d'accord pour dire que cette loi qui est en vigueur du travail du dimanche depuis 2015 suscite très peu d'incidents, en quelque sorte? C'est très rare. Ça veut dire que globalement, qui a remis à plat le système du travail du dimanche en réservant des zones géographiques qui sont plus adaptées. Moi, je suis assez d'accord avec Françoise. Le temps est révolu du dimanche sacro-saint, dès lors que s'occuper très bien de ses enfants, d'une part à l'accord du salarié et d'autre part à des contreparties. Très bien s'occuper de ses enfants le samedi. Alors on parle de la loi Macron de manière impropre parce que la ministre du Travail à l'époque c'était Myriam El Khomri. C'est ça. Aussi. Bref. Les lois travail déjà. Emmanuel Macron quand même s'exprimait sur le travail du dimanche. Regardez cette archive 2015. Macron face à Claire Chazal. C'est que sans accord au niveau de la branche, de l'entreprise ou des territoires, il n'y ait pas d'ouverture. Et donc c'est comme ça qu'on préservera ce volontariat qui est important, que nous allons mieux protéger les salariés. Sans accord, pas d'ouverture. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Mais il faut bien voir quelle est la réalité de notre pays. Et je veux insister là-dessus, Claire Chazal. C'est trop de chômage des jeunes, et c'est un pays où déjà les Françaises et les Français travaillent le dimanche et consomment le dimanche. Quand j'entends parler de régression, je ne peux pas accepter ce terme pour la loi que nous portons. Elle est équilibrée, elle propose des protections, mais en même temps, c'est un texte, oui, de liberté. Bon,
Voilà. Il n'y a rien à redire, il a raison. Je me demande si on peut la création d'emplois par l'ouverture du dimanche. Emmanuel Macron, président de la République. La création d'emplois par l'ouverture du travail le dimanche reste quand même à démontrer. Oui, il n'y a pas eu beaucoup de création d'emplois. La création d'emplois reste à démontrer quand même. Non, mais en tout cas, l'amélioration peut-être du pouvoir d'achat des salariés. Non, c'est un reste aussi à démontrer. Idéologique et religieux, on peut aussi remarquer que le modèle des hypermarchés que vous le dimanche matin, lui, est en train de tomber. Et peut-être une note d'espoir quand même, c'est que les grands groupes de distribution qui s'en sortent sont ceux qui ont compris la proximité, c'est-à-dire moins de carbone, moins de bagnoles, et qui sont ouverts au moment où les gens fréquentent la ville, on le voit bien, dans les grands centres urbains. Donc vivent les supermarchés de proximité qui sont écologiquement plus corrects et qui repeuplent nos villes. Ça va être le prochain débat. Chez nos voisins italiens, par exemple, vous avez, je prends une ville comme Rome que je connais bien, vous avez 10 supermarchés au minimum qui sont ouverts 24 heures sur 24. Nous sommes encore un petit peu, et beaucoup de pays, la Russie aussi, bien sûr. Même en France, les plages horaires sont de plus en plus larges. Oui, mais ouvert la nuit 24 heures sur 24, c'est assez rare. Il y en a eu, mais ça n'a pas bien marché. Oui, je pense que le chiffre d'affaires entre minuit et 6 h du matin, ou 3 h et 6 h du matin, ne doit pas être terrible. Ça avait fait faillite, ça n'avait pas marché. Voilà, donc c'était notre sujet. Travail du dimanche, 2 personnes licenciées à Saint-Malo de manière, semble-t-il, tout à fait illégale. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Nous allons aborder maintenant un autre sujet plus compliqué. Un CRS a été renvoyé lundi devant une cour d'assises pour y répondre, je cite, d'un lancer injustifié d'une grenade de désencerclement. C'était le 15 septembre 2016. Ce CRS était donc place de la République à Paris. Une manifestation s'y déroulait contre la loi travail et ce lancer injustifié, selon les juges d'instruction d'une grenade de désencerclement, a définitivement rendu aveugle un militant syndical du syndicat Sud, Laurent Théron, qui a 48 ans. Mais donc le CRS aura à répondre de cet acte devant la cour d'assises, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et est avec nous sur LCI Laurent Franck Liénard, l'avocat de ce CRS. Bonjour, maître Liénard. Bonjour. Vous faites appel de la décision des juges d'instruction parce que, selon vous, ce renvoi devant les assises est injustifié ? Ce renvoi devant la cour d'assises, il est extrêmement brutal. Il dépasse les réquisitions du parquet qui avait sollicité simplement un renvoi devant une juridiction correctionnelle. Mon client, c'est un policier qui a commis un acte qu'on lui reproche, mais qui est aux antipodes du criminel. Ça n'est pas un criminel, il n'a rien à faire devant une cour d'assises pour répondre de cet acte. Donc nous relevons appel. Est-ce que votre client convient, comme le lui reproche la justice, d'avoir utilisé de manière inadaptée et hors des consignes de ses supérieurs cette grenade de désencerclement ? C'est une bonne question. Alors, lui, il considère qu'il a lancé de manière légitime cette grenade parce qu'il a vu un groupe hostile qui lançait des projectiles sur ses collègues. Il a donc décidé de lancer sa grenade, mais il l'a mal lancée. Donc, il convient qu'il a fait une erreur dans le geste parce que plutôt que de lancer vers la droite, vers le groupe hostile, il l'a lancé vers la gauche, à un endroit où il n'y avait personne, sauf M. Théron. Et évidemment, il regrette terriblement les conséquences de cet acte. Il a écrit une longue lettre à M. Théron pour présenter ses excuses. Il ne s'en remet pas. Vous savez, c'est un homme qui est dévasté par la perte de l'œil de M. Théron. Il sait qu'il en est responsable personnellement. Mais il n'est pas un criminel pour autant et il souhaiterait pouvoir être jugé dans des conditions qui sont des conditions moins politisées parce que nous pensons que le renvoi aux assises est la marque d'une volonté très politique. Quelle est, ce sera ma dernière question, maître Liénard, la position de l'administration au sujet de ce CRS? Est-ce qu'il fait toujours partie de la police? Est-ce qu'il est toujours sur le terrain? Est-ce qu'il est suspendu? Est-ce que des sanctions administratives ont été prises contre lui? Alors, pour le moment, il est placé sous contrôle judiciaire, il est interdit de port d'armes, donc il traite l'administratif dans sa compagnie, mais il est toujours CRS, il travaille toujours. Il a le soutien complet de ses chefs, parce que tout le monde sait que c'est un très bon fonctionnaire. Ça n'est pas un jeune, hein, il a 50 ans, il est expérimenté, et c'est un homme qui a un passé policier, un passé personnel totalement irréprochable. Donc c'est pour ça qu'on est très remonté contre l'étiquette de criminel qu'on lui met aujourd'hui. Il peut y avoir une jurisprudence et d'autres CRS redoutent-ils, peut-être en avez-vous connaissance, d'être poursuivis devant des tribunaux par des gilets jaunes qui ont été aussi victimes des forces de l'ordre dans diverses manifestations? Les magistrats sont vraiment debout contre
Oui, bien sûr, ça peut faire jurisprudence, mais vous savez, ces cas judiciaires sont traités au cas le cas, et tout dépend du tribunal, tout dépend du juge, tout dépend de la politique pénale du parquet local. Donc il peut y avoir un renvoi aux assises à Paris dans ce cas-ci et pas dans les autres. Véritablement, la justice n'a pas de fil directeur très lisible sur ces questions-là. Merci Lettre Liénard d'avoir accepté l'invitation d'LCI. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Les assises justifient ou pas? La question, mon confrère Liénard le dit, c'est pas tant le principe même du jugement que la juridiction qui va juger. Il semble-t-il accepterait un jugement par un tribunal correctionnel, c'est-à-dire pour un délit. Ce qui le chagrine, c'est qu'il soit qualifié de criminel, c'est-à-dire qu'il encourt plus de 10 ans. Et en réalité, ce qui fait la différence, c'est pas le geste lui-même, c'est les conséquences du geste, c'est l'infirmité permanente. Et en réalité, mécaniquement dans le code pénal, s'il y a des violences volontaires par un dépositaire de la force publique avec une infirmité permanente, c'est 15 ans. Et 15 ans, c'est les assises. Voilà. Alors peut-être que par commodité en général, parce qu'on ne prononcerait jamais 15 ans, on ne prononcerait même jamais plus de 10 ans, ce que seule une cour d'assises peut faire, on prononcerait évidemment moins de 10 ans. Par commodité, on dit que l'infirmité n'est pas permanente. Et donc, par fiction, on renvoie devant le tribunal correctionnel et on l'accuse d'un délit plutôt que d'un crime. Donc voilà, il y a l'idée, peut-être dans cette décision, qu'on en revient à la réalité, c'est-à-dire que quand on est aveugle, oui, c'est une infirmité permanente. Juste un mot avant que... j'aime cet éclairage juridique parce qu'il décontextualise. Il y a évidemment un contexte, mais après, je comprends très bien la défense de l'avocate de ce CRS, disant finalement, il va payer pour les autres, il y a une exemplarité par rapport à la crise des Gilets jaunes aujourd'hui. Au passage, on se rend compte que les violences, justement, ne datent pas des Gilets jaunes et on se fait une petite piqûre de rappel, comme nous le rappelons souvent sur les plateaux, que ça a été très violent, les lois travail. Donc, j'entends ce que dit l'avocat et c'est très bien votre explication, mon cher Bertrand, parce que je ne pense pas que nous soyons dans une pression politique. Il y a aussi, on a tous dénoncé les exactions des Gilets jaunes, mais il y a un devoir d'exemplarité de la police républicaine. Voilà. Et je pense que moi, il n'y a rien de choquant à ce qu'un CRS soit renvoyé devant des assises s'il a manqué à son devoir. Moi, je pense, je ne vais pas me prononcer sur le cas d'espèce. Il y a des éclairages plus pertinents que je ne saurais le faire. Par contre, ce que je pense, je suis allé à l'étranger plusieurs fois, je discutais avec des étrangers de différents... Ils sont très impressionnés par la violence sociale et la violence policière. C'est une espèce de contexte autour du mouvement social qui est extrêmement violent en France et qui ne s'est pas calmé en réalité. Donc je pense, puisqu'on parle de cette affaire-là, y compris pour les forces de police elles-mêmes, qu'il est temps d'avoir une vraie réflexion apaisée. Donc il faut peut-être que le mouvement des Gilets jaunes s'arrête et qu'on en parle ensuite sur cette espèce de montée paroxystique de la violence qui expose bien sûr ceux qui manifestent. Là, il y a quelqu'un qui a perdu la vue définitivement et qui expose les forces de l'ordre. Parce que le point politique que j'ajouterais d'une phrase, c'est que quand vous avez un pouvoir politique qui, à ce point, finalement, soutient sans discernement toutes les actions de la police, en réalité, il ne sera plus là quand les magistrats se prononceront et que les forces de police seront exposées. Donc il est temps de changer de doctrine. C'est un message à l'IGPN aussi. François Fillon. C'est pas le boulot. Je ne voudrais pas me prononcer sur un sujet que je connais mal. Il faudrait connaître toute l'ampleur du dossier. Moi aussi, je suis sensible à ce que vient de dire Bertrand sur ces questions juridiques pointues. Moi, je voudrais peut-être hausser le débat. Le problème, c'est le problème des violences policières et des violences de l'autre côté des manifestants. Il découle de quoi? Il découle de l'augmentation continuelle des inégalités en France depuis maintenant une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Vous avez une classe d'ultra riches d'un côté et une paupérisation des Français de l'autre. Et le sentiment est doublé par le fait que les Français votent à droite, votent à gauche, ils ont toujours la même politique qui leur tombe dessus sans qu'on leur ait demandé. Qui a proposé aux Français la privatisation des services publics? Personne. Qui a dit aux Français qu'on allait démolir le droit du travail? Personne. Qui a dit aux Français qu'on allait désindexer les retraites? Personne. Non, mais on est loin du sujet quand même. Non, on n'est pas loin du sujet. Moi, je suis très surpris excusez-moi. Moi, je suis très surpris que ce ne soit pas l'administration qui doive... on n'est pas loin du sujet. Si, on est loin du sujet. Quand on parle des retraites, on est un peu loin du sujet. Je vais vous donner une autre conséquence, d'ailleurs, de ces questions. Je pense qu'on est un peu loin. Si, on a une autre conséquence de la montée de ces violences sociales. Vous savez que Macron s'était fait élire en disant qu'il allait supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Après ça, il était tombé à 50 000. Après ça, il a dit qu'il allait supprimer 324 postes de fonctionnaires en 2018. Vous avez eu le rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir?
L'année dernière, l'État a augmenté le nombre de fonctionnaires de 206. Et pourquoi? Il y a plus de 1100 fonctionnaires qui ont été recrutés pour le régime pénitentiaire. C'est-à-dire que nous allons vers une société de plus en plus violente. Non, mais ça, moi, je suis assez surpris. Je suis assez surpris quand même que ce ne soit pas l'administration qui soit convoquée devant le tribunal pour rendre compte de l'action d'un de ses agents, et qu'ensuite l'administration règle le cas de l'agent, quand même, je suis assez surpris. Et si les CRS individuellement vont aux assises, alors dans quelques années, on n'aura plus de CRS. Et quand on parle de violence policière, on parle de la violence de certains policiers, et peut-être pas de la violence policière. On risque quand même d'avoir des problèmes. Moi, je suis CRS, là, je me dis, je vais peut-être changer de métier. Je vais peut-être changer de métier, ou je ferai peut-être plus attention. Je veux dire par là que... Si je dois aller aux assises... Oui, mais il y a un sujet droit quand même, c'est que précisément, il ne peut pas bénéficier de l'excuse de l'ordre légitime, semble-t-il, dans ce que j'ai lu. C'est-à-dire que c'est vraiment un comportement individuel. Ouais. Et il y a aussi un message, et ça on ne cesse de le dire, envoyé à l'IGPN. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le nombre de saisines. On en est à 300, je crois, sur les Gilets jaunes. Oui, enfin, si on envoie quelqu'un aux assises pour transmettre un message à l'IGPN... Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas de chance pour le mec. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Jean-Michel, il y a un œil en moins chez quelqu'un, donc il ne faut pas... Oui, non, mais enfin, on ne peut pas dire que c'est un message à l'IGPN. Je ne pense pas que ça soit un message politique, cette décision-là, je ne crois pas. Mais ça dit aussi des choses sur l'IGPN. Et ça dit des choses trop sur la montée de la violence à l'intérieur de la société. Voilà, et c'était le dernier mot de tout le monde, parce que nous venons d'accueillir sur le plateau Audrey Crapo-Mara. Bonjour Audrey. Bonjour. Et voilà, Michel, bonjour à tous. Audrey, et quand vous êtes là, évidemment, c'est pour vous entendre, Audrey. Quel est notre invité ce matin? Eh bien, écoutez, l'actualité, on la commentera avec notre éditorialiste Alain Duhamel. Notre invité, c'est l'un des romanciers les plus lus en France, David Fuenquinos. Et quand il n'écrit pas, il est accro à l'actualité. Il nous dira ce qu'il inspire dans les événements de ces derniers jours. Nous parlerons aussi évidemment de ce dernier livre, Deux sœurs chez Gallimard. Le docteur Kierzek nous racontera l'histoire d'un implant pour guérir l'arthrose. C'est une découverte de chercheurs français qui rendra bien des services. Monia Cachemire nous parlera du retour de Tarantino à Cannes, 25 ans après Pulp Fiction. Voilà, florilège aussi des tenues les plus folles de la croisette. Vous verrez, c'est assez étonnant. Et puis Thierry Moreau nous parlera d'une nouvelle émission pour Camille Combal sur TF1. Audrey Co, 10h, 12h sur LCI. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous dis à demain. Bonne journée sur LCI.